Chante déesse de la colère d'Achille, le fils de Pélée, détestable colère qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre, et jeta en pâture à Hadès d'innombrables âmes fières de héros. De ces héros même fit la proie des chiens et de tous les oiseaux du ciel, afin d'achever le dessein de Zeus. Menen aede thea peliadeo Achilleos. Menen, c'est précisément ce mot, ou en français colère, plus précisément je dirais fureur. Ou rage. Courage, rage. C'est ce mot qui lance en commencement le complot d'Homère, de l'Iliade, de cette grande épique, ce grand classique du canon occidental. Tout à fait, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons traiter un texte fondateur de la civilisation occidentale. Bien sûr, le livre préféré d'innombrables grands hommes. Des généraux, des hommes d'État. Bien sûr, le livre préféré d'Alexandre. C'est le livre avec lequel Alexandre le Grand a conquis l'Asie. Il le gardait sous son coussin. Ouais, il a dormi avec eux. Il n'y a pas si longtemps que ça, Boris Johnson, l'ancien Premier ministre britannique, a récité les premières lignes de l'Iliade en grec, comme Nikita, ici présent. Et donc, l'Iliade est un livre obligatoire à Eton College. Essentiel, ouais. En Eton College, ce grand collège qui a produit tous les grands hommes d'État de l'Empire britannique, ce livre, ce grand épique, l'Iliade, est pris comme code, comme modus operandi entre les jeunes hommes. Comme mode opératoire, tout à fait. C'est un texte fondateur de la civilisation occidentale. Et nous pourrions même dire que Napoléon, avec ses maréchaux, eh bien, certains d'entre eux, bien sûr, qui sont devenus de grands maréchaux des princes d'empire, décidaient de chevaucher sans selle, car ils prétendaient que les Grecs faisaient ainsi. Et ils s'inspiraient de l'Iliade et de l'Odyssée. Aujourd'hui, nous allons traiter l'Iliade. L'Iliade en tant que texte, en tant que chanson, en tant que sujet du vendredi salon, et sa place dans l'histoire, et dans nos cœurs, et un jour, bien évidemment, après cette vidéo, dans les vôtres. Donc, l'Iliade est une collection de poèmes écrits par un gentil monsieur qui s'appelait Homère. Donc, et en fait, cela pose la question, qui était Homère? Est-ce que Homère a existé en fait? Car ce livre, comme vous avez mentionné, existe ou appartient dans une tradition d'histoire orale. Il faut considérer le fait que c'est probablement le cas que Homère était une succession des générations des conteurs, des historiens. Tout à fait. Eh bien, l'Iliade est une accumulation de traditions orales. C'est-à-dire, c'était des histoires qu'on se racontait de père en fils, de mère en fille, etc., etc. C'était plus des chansons. C'était plus, nous pourrions dire, un art de troubadour provençal. Exactement. Donc, c'était vraiment une culture populaire. Et un gentil monsieur qui s'appelait Homère, les historiens ne sont pas complètement sûrs de son existence. Ils pensent que c'est plutôt l'œuvre de plusieurs personnes qu'ils ont appelé Homère, ou peut-être il a existé, n'est-ce pas? Eh bien, a rassemblé tous ces textes dans un seul livre qu'il a appelé l'Iliade. Et l'Iliade est un texte qui a perduré à travers le temps. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des gens très riches, qui, à travers le temps, depuis des milliers d'années, payent d'autres gens pour écrire ce livre. Jusqu'à ce jour. De nos jours, chaque année, les scolaires produisent des douzaines des traductions de l'Iliade. Jusqu'à ce jour. Tout à fait. Et nous devons bien comprendre qu'un livre coûtait plus cher que plusieurs maisons à certaines époques. Et cela n'empêchait pas, bien sûr, les plus grands mécènes de financer la traduction de l'Iliade du grec au latin à plusieurs langues européennes. Aujourd'hui, bien sûr, comme il est retrouvé le plus souvent, en anglais. Donc, l'Iliade a une importance vraiment universelle. Tout à fait. Donc, il y a des principes dans l'Iliade qui sont toujours vrais. Exactement. Même si l'histoire est probablement un peu un mélange de fiction et vérité, ces principes, néanmoins, sont véritables. Ces principes sont véritables. Donc, le général George Patton, l'Américain, ouais. Exactement. Je pense que c'était le commandant de la 13e armée. Pendant le débarquement, eh bien, on lui lisait l'Iliade quand il était petit. Donc moi, par exemple, on me lisait Pépin Trois Pommes. Et lui, on lui lisait l'Iliade. Comment Achille et Hector, comment ils se luttaient entre eux. Oui, voilà, comment ils se tabassaient entre eux avant de dormir. Donc, on lui récitait l'Iliade tous les soirs avant de dormir. Et
voilà, ceci l'a transformé en un général qui, prétendument, avait participé, d'après lui, par le fait de la réincarnation aux batailles de Carthage. N'est-ce pas? Donc il pensait qu'il avait participé aux batailles de Carthage. Donc l'Iliade avait eu un rôle prépondérant sur son imaginaire inconscient. Un rôle fondateur sur son personnalité. Bien sûr. Ouais, l'Iliade. Bien sûr. Donc, de par cela, les principes universels et intemporels de l'Iliade, Exactement. eh bien, nous révèlent la vérité, l'envers du décor. Exactement. Par exemple, aujourd'hui, dans la politique, est-ce qu'on peut trouver de la vérité? On peut trouver des vérités, de nombreuses vérités, mais tous entre eux sont tout simplement des transformations, une mutilation d'une seule vérité universelle qui se trouve dans ce livre et dans plusieurs textes classiques. C'est comme René Guénon qui disait que l'homme traditionnel connaissait une seule vérité et connaissait plus de choses que l'homme moderne. Mais l'homme moderne connaît plusieurs choses, mais ne connaît rien. Donc, vous verrez cela dans notre prochain épisode de René Guénon. On a bien sûr fait une sur la crise du monde moderne, mais vous allez voir une qui arrive très bientôt sur La reine des quantités, ouais. sur son œuvre phare et la plus connue, bien sûr. Mais passons outre. Donc, exactement. Donc, aujourd'hui, la politique de nos jours est de plus en plus floue. Il y a ce qu'on pourrait appeler en anglais smoke and mirrors, c'est-à-dire il y a beaucoup de fumée. On ne peut pas savoir ou distinguer le vrai du faux. Ou on peut pas distinguer la lieu de résidence de puissance, la siège de puissance. Tout à fait, ça n'est pas clair, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas le cas en l'Iliade. En l'Iliade, on voit ce qui se passe en l'Iliade, c'est la politique, mais sans les institutions politiques, ce qui est, selon moi, l'essence de la politique. Par exemple, alors nous pouvons voir aujourd'hui, par exemple, que le président Biden s'est retiré de la course présidentielle de par le fait que, après son débat, nous avons tous remarqué qu'il a un peu grandi. Il a un peu grandi et il n'a pas vieilli comme du bon vin, si nous pourrions le dire. Et ça nous laisse à nous poser la question, où se trouvent les vrais centres du pouvoir aujourd'hui dans les démocraties? Nous avons bien sûr les corporations, n'est-ce pas? Ouais. Donc les corporations sont des États dans les États, nous pouvons dire. C'est devenu le cas dans le monde moderne que c'est l'État qui est en service de la corporation, en fait. Tout à fait. Donc l'État est un outil au service de plusieurs corporations. Mais est-ce que c'est négatif ou est-ce que c'est positif? C'est pas pour nous de décider. Ça n'est pas la question. Bien sûr, nous allons toujours au-delà du bien et du mal. Nous ne faisons pas de jugement moral que le régime soit une fédération de corporations ou pas. Eh bien, cela reste une certaine question moralisatrice à laquelle nous ne répondrons pas. Nous ne sommes pas les prêtres ou les inquisiteurs. Nous ne sommes pas les abbés cochons. Et vous n'êtes pas Jeanne d'Arc. Donc, revenons à l'Iliade. Donc, l'histoire de l'Iliade commence par une rage. Par une rage. Et rage, c'est le mot propre, je dirais. Car c'est pas de la colère. Achille, il démontre son rage de manière passive. Son rage, c'est pas destructif. Il ne participe pas dans son rage. Alors, on commence avec ce qui a passé. C'était Agamemnon, le Basileus, roi des rois, seigneur parmi les hommes, qui a pris le belle jolie dame d'Achille qui s'appelait Briseis. Et en conséquence, Achille est devenu extrêmement fâché. Fâché d'un extent que fâché n'est pas même le mot approprié. C'était de la rage. Enragé. Il était enragé. Bien sûr, donc nous pouvons aussi nous rappeler que l'histoire est certes faite par les hommes. Mais qu'est-ce que c'est que l'histoire? Les femmes. Exactement. Non? Donc la rage d'Achille a commencé par le fait que le roi Agamemnon, qui était le premier parmi les rois grecs, ça n'était pas un empereur grec, ça n'était pas le roi de droit divin absolutiste. C'était pas Louis XIV, non. Tout à fait, c'était juste le premier parmi ses compères. C'était un chef guerrier qui avait le plus grand nombre d'hommes. Tout à fait. Ouais. C'était celui qui mettait le plus d'outils à la table. C'était un peu une confédération. Et le roi Agamemnon voulait rassembler les Grecs contre un ennemi commun, n'est-ce pas? Donc, quoi de mieux pour créer une nation que lui trouver un ennemi commun, n'est-ce pas? C'est, comme on dit en anglais, war makes a state and the state makes war. C'est l'État qui fait guerre et c'est la guerre qui fait l'État. Nous avons plusieurs exemples aujourd'hui, n'est-ce pas? Plusieurs identités nationales sont en train de se construire de par les conflits, n'est-ce pas? Les conflits sont nés comme Bismarck, comme le dirait très bien Bismarck,
par le sang et le fer, n'est-ce pas? Et de par cela, Agamemnon voulait créer un État grec. D'accord? Vous aviez des principautés, vous aviez plusieurs rois, chacun avait des qualités bien particulières. Vous avez par exemple le roi d'Ithaque, Ulysse, beau parleur, beau charmeur, grand dragueur, mais surtout père de famille, qui malheureusement a dû quitter sa tendre et douce Pénélope et son petit freluquet, Télémachus. Télémaque. Donc, nous avons ici, ce qui est très intéressant, c'est plusieurs raisons pour aller faire la guerre. Donc, tout d'abord, nous avons La raison d'Agamemnon, ce Qui qui est était une raison politique une pour soif de unir. pouvoir. Ouais, Une soif de pouvoir. exactement. Nous pouvons dire qu'Agamemnon, est, bien sûr, maintenant nous vous parlons de certains archétypes. Exactement. Ces archétypes, vous ne devez pas les prendre comme étant juste un fait historique, vous devez les prendre comme étant des faits universels. Exactement. Vous devez les appliquer à aujourd'hui. Il y a encore de nos jours des Agamemnon, des Achilles et des Ulysses. Regardez autour de vous, vous en êtes entourés. Tout à fait. Donc, nous ne vous racontons pas cette histoire juste pour vous raconter une histoire. Nous ne sommes pas Père Castor, n'est-ce pas? Cette histoire a plusieurs principes dont nous devons chercher les principes, n'est-ce pas, et se les approprier. Donc, quand nous vous parlons des raisons de la guerre, de la raison que chacun prend pour aller à la guerre, eh bien, elles sont encore existantes dans le monde d'aujourd'hui, n'est-ce pas? D'où l'intérêt d'étudier l'histoire et les classiques, n'est-ce pas? Donc, nous avons Agamemnon qui a une soif de pouvoir, qui veut unir et fortifier son pouvoir sur les Grecs. Qui d'autre? Puis Ménélaos. Alors, en fait, Ménélas. Ménélaos, qui est le frère de Agamemnon, l'unification des Grecs, c'est tout simplement le prétexte de Ménélaos, car c'était la dame de Ménélaos qui a été volée par Paris et qui a lancé, qui a mis en commencement ce guerre entre Troie. Hélène de Sparte, qui est devenue Hélène de Troie, bien évidemment, qui fut charmée par le tendre Paris, Prince de Troie. fils du roi Priam. Nous reviendrons à Paris un peu plus tard. Donc, Ménélas voulait tout simplement par vengeance pour une femme, bien sûr, par passion, nous pouvons dire. Et nous avons aussi Achille. Pourquoi est-ce qu'Achille participe à cette guerre? Pour l'honneur, tout simplement. Tout simplement pour l'honneur, ce que les Grecs appelleraient la kléos, la reconnaissance entre ses collègues d'être le meilleur, Aristos Achéon. Nous avons ce dialogue entre Achille et Hector dans le film très connu Troie et aussi dans le livre. Et où le prince de Troie, Hector, demande à Achille, pourquoi est-ce que tu es là? Il lui dit, parce que cette guerre eh bien, sera ancrée dans l'esprit des hommes pour des milliers d'années. Et puis il lui dit, oui, mais Achille, écoute, nous n'existerons pas dans plusieurs milliers d'années, donc tu perds ton temps. Nos os deviendront de sable. Tout à fait, nos os deviendront poussière. Il lui dit, oui, prince, mais nos noms subsisteront. Donc en fait, c'était un concept, comme Nikita vient de le mentionner, le kléos était l'aptitude à un homme d'accomplir son destin et de vivre et de survivre dans la mémoire des hommes. C'est comme ça qu'il a accès à l'éternité. Donc, Exactement. pour un grec, un homme est comme un fruit qui appartient à un arbre. L'arbre, eh bien, c'est sa cité, c'est son pays, c'est son clan, c'est sa famille. Mais un homme doit mourir à 30 ans. Comme le disaient déjà plusieurs maréchaux de l'Empire. Je pense que le maréchal Ney disait qu'un bon hussard est mort à 30 ans. N'est-ce pas? Jésus-Christ, par exemple, est mort à 30 ans. Eh bien, nous pouvons faire certaines comparaisons. Eh bien, mourir à 30 ans pour les Grecs, c'était comme un bon fruit bien mûr. Exactement. C'était une mort noble. Tout à fait. Eh bien, pour les Grecs, il fallait qu'un homme assure sa volonté de puissance au maximum. Et ça, c'était à l'âge de 30 ans, n'est-ce pas? Quand le fruit est le plus mûr, quand il est le plus délicieux, eh bien, c'est là que le destin doit le cueillir de l'arbre et qu'il doit tomber. Et puis, ces graines donneront vie à plusieurs arbres, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, c'était tout le concept du kléos. Voilà. Il fallait qu'un homme asserte sa vision du monde et meure à 30 ans. Voilà, donc nous ne vous conseillons pas, bien sûr, particulièrement de mourir à 30 ans. C'est une option très personnelle, mais comme le disait Triboulet quand il a frappé les fesses du roi François Ier, qu'est-ce qui s'est passé?
Triboulet, le bouffon du roi François Ier, a frappé ses fesses, n'est-ce pas? Donc, le roi le regarde et lui dit, je vais te condamner à mort. Il disait, oh, excusez-moi, sire, je pensais que c'était la reine. Donc, François, grand dragueur, beau charmeur, beau parleur, bien évidemment, le regarde et lui dit, bon, tu es drôle. Je vais te laisser le choix de choisir comment tu vas mourir. Bon, Triboulet, bien sûr, il ne veut pas mourir à 30 ans comme ça, juste pour la gloire et le cléance. Alors il regarde François et lui dit, bon, François, écoute, Votre Majesté, je décide de mourir vieux dans mon lit. Eh bien, cette demande lui fut accordée. Donc moi, je préfère la philosophie de Triboulet, mourir bien vieux dans mon lit à 30 ans, et bien sûr, avoir une vie de gloire, ça serait pas mal dans le menu. Mais en tout cas, donc revenons. Alors, c'est tellement intéressant ce qui se passe dans cette histoire. L'image qui est offerte par Homère des Troyens, c'est une image vraiment noble. Ce sont des personnes honorables. Homère, qui était un Grec, pourquoi est-ce qu'il a décidé de dépeindre ses adversaires, les Troyens, comme étant honorables? Car je dirais que c'est un des grands morales de l'Iliade. La reconnaissance de la compétence de votre adversaire, la reconnaissance de l'humanité de votre adversaire, la respect entre les autres, ce qu'on appellerait en grec le xénéia. Et ceci dit, Homère représente les Troyens de manière vraiment honorable. Et il y a même un moral dans cette histoire pour les Grecs. Comme Karl l'a mentionné, le but d'Agamemnon, c'est d'unir les Grecs, de créer une idée nationale des Grecs. Et c'est le même but d'Homère. Il offre dans l'Iliade pas tout simplement une histoire précise, des précis détails, mais son but, son objectif, c'est de donner aux Grecs une histoire noble, une histoire historique. Et le grand moral ici, c'est que si nous, les Grecs, décidions d'être un peu plus comme les Troyens, un peu plus nobles, un peu plus unis, on pourrait achever de grandes choses. Tout à fait. Donc en fait, ce qu'Homère faisait, c'était juste le prélude d'Alexandre, n'est-ce pas? Exactement. Donc en fait, Homère, c'était ce que Oswald Spengler pourrait appeler la culture. Et puis, Alexandre, c'était l'Empire. Donc, Oswald Spengler, nous traiterons cela bien sûr dans un autre épisode, qui a écrit Le déclin de la civilisation occidentale, eh bien, expliquait que chaque civilisation, n'est-ce pas, avait tout d'abord une phase de culture. Nous pourrions même dire une phase introspective. Isolationniste, comme les Américains. Ouais. Tout à fait. Isolationniste, c'est un peu la crise d'adolescence, n'est-ce pas, où l'homme se crée lui-même. Et puis il grandit, et puis il décide de prouver sa vision sur le monde, d'imposer sa vision au monde. Donc Alexandre était bien évidemment avant le déclin des Grecs, c'était le césarisme, comme Oswald Spengler pourrait le dire. C'était le césarisme, c'était une dictature de l'un, et qui a répandu les idées de la culture. La culture est répandue par l'Empire. Les idées des Lumières sont répandues, sont une culture développée par... Les Français. Par les idées de Lumière, les Lumières lui-même. Bien sûr, les philosophes des Lumières. Mais c'est répandu par l'épée de qui? De Napoléon Bonaparte. Donc la culture, c'est quoi? Le stylo. Oui. Et puis l'empereur. Et c'est quoi la civilisation? L'expansion du stylo par l'utilisation de l'épée. Exactement, exactement. Donc c'est ce qu'est Alexandre pour Homère. Homère a créé la culture, Alexandre a pris le livre d'Homère, et Homère a agi comme les frères Grimm, par exemple, en Allemagne, n'est-ce pas? Eh bien, nous voyons en Italie ou en Allemagne qu'on a des écrivains qui décident de donner ce qu'on appellerait un récit, un roman national. Un récit national, oui. Tout à fait. Pour unir les différents cités-États, n'est-ce pas? Avec le raconte des histoires, avec la création d'un mythe. Donc ça commence par un livre. Ce livre devient la référence. Par exemple, que faisait Alexandre à part imiter Achille, n'est-ce pas? Le but d'Alexandre dans sa vie, c'était imiter Achille. Et donc, nous pouvons même dire que pourquoi est-ce que l'Iliade est la base de la civilisation occidentale? Parce que Achille a existé. Alexandre a essayé d'imiter Achille. Qui a essayé d'imiter Alexandre? César. César. Qui a essayé d'imiter César? Napoléon. Avant, Charlemagne. Ok, yeah. Charlemagne. Qui a essayé d'imiter Charlemagne? Napoléon. Napoléon. N'est-ce pas? Ce sont des imitations constantes, n'est-ce Exactement. pas? Très bien. Donc, Alors, il y a une certaine sagesse, il y a une certaine morale
qui appartient à l'étude de l'histoire. C'est une grande déception, je dirais, la manière comment l'histoire est dépeinte de nos jours et dans les écoles, où il faut mémoriser les précises dates, il faut mémoriser les noms et les précises détails. C'est pas tout simplement ça l'objectif de l'étude de l'histoire. Je crois que c'est une déception de considérer l'historien comme tout simplement un journaliste des temps passés. C'est pas ça le but d'étudier l'histoire. Tout à fait, l'histoire peut unir les peuples. Exactement. N'est-ce pas? Avec un seul livre, Exactement. avec un seul livre, nous pouvons créer une culture commune Exactement. à tous les peuples. Ce qui compte, c'est pas les précis détails, mais c'est la sagesse de l'histoire. Tout à les fait. morales de l'histoire. Et c'était ça le but et l'objectif d'Homère. Et en rétrospect, on pourrait dire que Homère a prédit l'histoire grecque, l'histoire occidentale. Les guerres du Péloponnèse, Exactement. n'est-ce pas? Donc en fait, Homère a donné un ennemi commun aux Grecs, qui étaient les Troyens, n'est-ce pas? Homère a rappelé aux Grecs, écoutez, bande de cités-États, il fut un temps où vous étiez tous unis, restez unis. Et puis nous avons vu le développement de tout cela avec bien évidemment les guerres du Péloponnèse. Mais même avant cela, avec la guerre gréco-persien, c'est plus ou moins le même complot de l'Iliade. Il y a ce grand empire oriental, et puis il y a des petites communautés-États, des polis, ce qu'on appellerait. Et ce qui a passé, c'était afin d'être compétitif contre l'empire de Darius et de Xerxes, ce que les Grecs ont fait, ils ont uni autour d'Athènes pour construire une flotte, pour élever une grande armée. Et c'est comme cela, ce qu'on appellerait le panhellénisme, que les Grecs, les petites communautés-États, ont uni pour faire la conquête, faire la guerre contre le grand empire. C'est comme, on pourrait dire, les Grecs se sont unis et puis nous avons eu le climax, nous avons eu l'apogée de ça avec Alexandre. Exact. Parce qu'Alexandre ne s'est pas seulement défendu, mais il les a attaqués, n'est-ce pas? Et nous pourrions le comparer vraiment à Napoléon, n'est-ce pas? Nous avions les États européens qui se faisaient la guerre et Napoléon a tout simplement uni tout le monde et il est allé attaquer les... Coalition après coalition, après Il est allé coalition. vers l'Est, n'est-ce pas? Il est allé vers l'Est. Très intéressant. Et son armée était une armée vraiment européenne, la grande armée. Très intéressant, très intéressant. Donc il y a plusieurs choses que nous pouvons tirer de l'Iliade. L'Iliade est quelque chose d'intemporel. Donc, en fait, l'Iliade, c'est la vie d'aujourd'hui. Vous devez comprendre. Mais sauf que dans l'Iliade, on ne ment pas. Il n'y a pas d'idéologie. On s'en fout. Exactement. Il n'y a pas de morale, même. Exactement. C'est pré-chrétien. C'est pré-chrétien. Alors, en fait, la seule morale qui existe dans l'Iliade, et nous avons déjà étudié ça avec Nietzsche. Nietzsche, bien sûr, nous l'avons déjà expliqué, était philologue, n'est-ce pas? C'était quelqu'un qui étudiait l'évolution... Des mots. Donc, l'évolution des pensées. L'évolution de la pensée. Donc, Nietzsche a remarqué quelque chose de très intéressant. En termes de la vertu. Tout à fait. En fait, nous pouvons aussi aller à Machiavel. Ça rejoint Machiavel. Dans l'Iliade et l'Odyssée, un homme bon est un homme capable. Un homme fort, un homme effectif. Car la vie de la Grèce archaïque était caractérisée par la résolution des conflits par la guerre. C'était nécessaire d'être un homme fort, d'être un guerrier capable. Ouais. Tout à fait. Et un homme mauvais, c'était un incapable. Nous avons déjà discuté de ça. Eh bien, Nietzsche a remarqué qu'il y avait ce changement de mots. Parce qu'il y avait l'homme bon et l'homme mauvais. Et puis il y a eu l'homme bon et l'homme diabolique. N'est-ce pas? Donc, ils ont pris l'homme bon et ils l'ont transformé en l'homme diabolique. Et ils ont pris l'homme incapable et ils l'ont mis en tant comme bon. Exactement. Et Nietzsche explique bien évidemment que... C'est l'inversion des valeurs. Ouais. C'est une certaine... tout à fait un retournement des valeurs. Donc René Guénon, dans le symbolisme de la croix, par exemple, nous explique que l'étoile de David, en fait, les deux triangles opposés, représentent... L'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs, c'est-à-dire... L'hiérarchie qui a été inversée. Vous avez un triangle qui représente une pyramide, n'est-ce pas? Vous avez un chef en haut et une peuplade en bas. Eh bien, que représente l'étoile de David, selon René Guénon? Attention. C'est une inversion des valeurs. C'est-à-dire, nous avions avant un empire romain qui était dominant. Les valeurs aristocratiques romaines étaient dominantes, n'est-ce pas? Nous avons le dialogue entre Jésus et Ponce Pilate, n'est-ce pas? Donc, Nietzsche explique bien, Jésus dit « je suis la vérité », Ponce Pilate dit « qu'est-ce que la vérité ?» Pour un Romain, la vérité, c'est... Il n'y a que la volonté de puissance qui est la vérité pour un Romain.
Et Jésus dit non, au contraire, il y a une vérité, il y a une façon d'être, il y a une certaine caractérisation de l'homme qu'il doit adopter, préserver et surtout étendre à d'autres esprits. Ce qui était incompréhensible pour un Romain. Donc c'était vraiment ce qui était le plus bas dans la société. Les valeurs du Christ étaient vraiment les plus basses dans la société. Et donc il y a eu... Les valeurs des faibles. C'était considéré comme étant les valeurs des faibles. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Un retournement complet. Donc vous avez le triangle, retournement du triangle. Donc la base est devenue en haut. Donc avec la conversion de Justinien, n'est-ce pas? Ouais. N'est-ce pas? Donc l'empereur romain s'est lui-même converti. Donc nous avons eu une inversion des valeurs. Une totale inversion. Donc voilà, c'est le sens que donne René Guénon à l'ésotérisme de l'étoile de David. L'ésotérisme, encore une fois, c'est le symbolisme, le sens, le principe derrière ce symbole qui représente une vérité constante. Très bien. Alors, comme on a noté, c'est une société pré-chrétienne, une aristocratie égalitaire entre... Alors, souvenons-nous que l'idée moderne des droits universels, c'est une idée chrétienne. C'est une idée qui a apparu dans l'époque de Lumière, avec des penseurs comme John Locke, par exemple. Ça veut dire que dans cette société pré-chrétienne, de la Grèce archaïque d'Homère dans l'Iliade, ça veut dire qu'il n'y avait pas des droits, mais comme j'ai déjà dit, il y avait des privilèges et des obligations. Exactement, nous pouvons même comparer cela à la Révolution française, à ce qui a suivi la Révolution française avec l'épopée napoléonienne, comme l'explique magnifiquement le prince Joachim Murat, le prince actuel. Bien, Napoléon a ravivé les valeurs de l'Iliade avec une explosion de méritocratie. C'est-à-dire, il a brisé le plafond de verre et il a dit à tout le monde, écoutez, maintenant, si vous méritez, vous pouvez arriver jusqu'aux étoiles. N'est-ce pas? C'est comme cela que le prince Joachim Murat, qui était fils de notaire, de notable, n'est-ce pas, est devenu prince et beau-frère de l'empereur, n'est-ce pas? Et le prince Murat actuel aussi a expliqué dans plusieurs entretiens que Napoléon avait mêlé les valeurs méritocratiques, homériques, avec l'universalisme catholique et des idées des Lumières. Génial, wow. Et l'avait institutionnalisé de manière romaine. Donc, ça sera, nous l'espérons bien, pour un épisode avec le prince lui-même, un de ces jours, que nous saluons bien évidemment. Et en tout cas, donc, le christianisme a bien sûr renversé toutes les valeurs, n'est-ce pas? Donc, les premiers seront les derniers seront les premiers, n'est-ce pas? C'est une phrase de l'Évangile. Eh bien, d'où le symbolisme de l'étoile de David, n'est-ce pas? Et alors, c'est pour ces raisons que Nietzsche appellerait la société de la Grèce homérique la société la plus vigoureuse et en bonne santé. Tout à fait, exactement. Eh bien, parce que les valeurs des Grecs étaient des valeurs, nous pourrions dire, qui poussaient chacun à dépasser l'autre. Exactement, des valeurs de compétition. Bien sûr, nous voyons comment Achille, par exemple, avec les Myrmidons, toujours se presse vers le champ de bataille. Car pour lui, plus d'obligations, c'est plus de victoires. Plus de victoires, plus de gloire. C'est plus de gloire. De Cléos. Plus de privilèges, n'est-ce pas? Donc, très napoléonien, très napoléonien. Donc, de par cela, l'Iliade est un livre. Un épique. L'Iliade est une épopée qui nous offre plusieurs valeurs universelles qu'il serait bien d'universaliser et même de contenir avec un christianisme, n'est-ce pas? Eh bien, c'est très bien que le meilleur et le plus compétent soit en charge du pouvoir. Exactement. Mais aussi, le plus incompétent, eh bien, avec le christianisme, nous pouvons pallier la cruauté d'exclure l'incompétent, n'est-ce pas? Eh bien, et alors, on pourrait dire même que c'est un des défis des personnages dans l'Iliade. Ouais. Pour la plupart d'histoires, il ressemble beaucoup à un glossaire des manières créatives d'écrire comment mourir des gens. Oui. Mais c'est probablement un des défis de l'Iliade. Par des estimations modernes, ces personnages sont un grand désastre. On pourrait dire qu'ils sont matérialistes, égoïstes, par exemple. Et alors, probablement, un des morales, c'est que l'alternative à la violence, c'est la compassion, c'est
la considération, la cultivation de la pensée rationnelle. Le livre commence avec la rage d'Achille, mais elle se termine avec la paix qu'il a établie avec Priam. Exactement, tout à fait. Nous voyons une certaine inversion des valeurs, n'est-ce pas? Nous voyons Achille qui au début dit et clarifie à Hector que non, il n'y a pas de contrat entre nous. C'est pas parce que l'un va perdre qu'il aura les rites religieux, n'est-ce pas? Donc les lions ne font pas de pacte avec les brebis, n'est-ce pas? Donc, et on voit à la fin qu'Achille trouve qu'il a bien plus en commun avec Hector qu'avec n'importe qui. Il regarde à Priam, il voit en lui son propre père Péléus. Tout à fait. Priam arrive chez Achille dans sa tente le soir et lui dit « Je connaissais ton père, j'étais très ami avec ton père. Eh bien, je vais faire ce qu'aucun homme n'a jamais fait. Je vais embrasser les mains de celui qui a tué mon fils. » Et Achille était très ému. Il a vu en ce vieillard son propre père. Eh bien, c'est cette caractérisation, ce dénominateur commun qui est l'humanité, qui a empli Achille d'émotions. Lui qui pensait être un lion devant une brebis. Eh bien, il s'est avéré que non, en fait. C'est juste un homme face à un autre homme. Et chacun se bat pour son pays, chacun se bat pour, non pas ses idées, mais pour sa volonté de puissance. Eh bien, nous pourrions comparer même l'Iliade et le clash, la guerre, la confrontation qui se trouve entre Troie et les Grecs à la théorie d'Ibn Khaldoun, du nomade et du sédentaire, ou bien même à Abel et Cain. Ouais. N'est-ce pas? Ouais, avec le berger et le fermier. Tout à fait. Eh bien, Abel, n'est-ce pas, était un berger. Abel était un peu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un nomade digital. C'est quelqu'un qui peut se déplacer partout. C'est quelqu'un qui a avec lui sa sustenance. C'est quelqu'un qui pourrait vivre n'importe où, n'est-ce pas? Mais quand, eh bien, est obligé de rester au même endroit, est obligé de travailler dans la terre, est obligé de connaître les battements de la terre. C'est quelqu'un qui est plus proche de la terre qu'Abel, qui lui se balade, se trimballe un peu partout. Ce muscle devient plus fort que quand, de par la jalousie. Eh bien, quand va tuer Abel, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que Ibn Khaldoun explique comme étant la revanche d'Abel. Eh bien, en fait, le nomade est la revanche d'Abel. Le nomade est celui qui voyage partout, c'est celui qui a plus de vigueur, c'est celui qui mange plus des viandes séchées, qui a un régime de plus de protéines. C'est quelqu'un qui est en mouvement constant. C'est donc quelqu'un qui est plus vigoureux, plus fort, n'est-ce pas? Et de par cela, les Grecs sont plus nombreux, n'est-ce pas? Les Grecs ont plus de vigueur. Les Grecs sont en train de s'étendre vers l'Est. Eh bien, nous connaissons tous dans cet épisode de Thucydide, dans la guerre du Péloponnèse, n'est-ce pas? Quand il explique que les Spartiates sont eux-mêmes les murs de leur cité. À un autre étranger qui s'étonnait de voir que Sparte n'était pas protégée par des murailles, n'est-ce pas? Ouais, mais c'était les soldats qui étaient leur mur. Et par contre, le critique que Thucydide fait pour les Athéniens, c'était que, voilà, ils ont construit ce mur, mais derrière ce mur, ils sont devenus décadents. Ils sont devenus ramollis, n'est-ce pas? Ils ne sont plus versés dans les arts de la guerre, n'est-ce pas? Donc en fait, ne pas avoir de mur, c'est s'imposer une certaine discipline constante, n'est-ce pas? Donc en fait, nous pourrions voir que les Troyens sont un peu ceux qui se cachent derrière leur mur et qui se disent que pourquoi être vigoureux, fort et glorieux, n'est-ce pas? Nous avons les murs qui vont nous protéger. C'est un peu la critique de certains écrivains par rapport à la technique, n'est-ce pas? Le développement de la technique nous a rendus plus mous et ramollis. La technologie. Non, ce qu'on appelle la technique. C'est-à-dire la révolution industrielle, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Maintenant. Les ordinateurs, ça nous rend plus, la masse production. Bien sûr, nous construisons de gros murs et nous nous ramollissons à l'intérieur. Mais un jour, ceux qui vivent sans murs vont arriver, vont dire, mais c'est quoi ces gens-là? Tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est détruire les murs. Et nous savons comment ça s'est terminé, n'est-ce pas? Avec le cheval de Troie, avec Ulysse qui est un peu futé et qui a offert un cadeau qui a été offert et dédié au dieu Poséidon. Et de par cela, les Troyens l'ont accepté.
et nous avons eu une horde de Grecs, de princes grecs, qui étaient dans ce cheval de Troie. Et c'est là où j'ai rencontré Nikita d'ailleurs. Et puis nous nous sommes étendus dans Troie et nous avons pillé Troie. Et nous sommes là pour en témoigner, mesdames et messieurs. Exactement. Il y a 3000 ans de cela, qu'Homère s'asseyait devant son foyer, partageant ce grand épique avec ses tendres collègues et avec ses camarades. Et maintenant, c'est nous, les gardiens de ce flambeau homérique. Tout à fait. Nous sommes les garants, nous sommes les héritiers spirituels d'Homère, rien que ça. Et en tout cas, l'Iliade a des valeurs qui sont fondatrices et même pré-chrétiennes pour tout ce qui est occidental. L'Iliade est le premier contact, nous pourrions dire, pas le premier, mais un contact fondateur entre Orient et Occident. C'est la frontière des civilisations. N'oublions pas que les Troyens étaient anatoliens, n'est-ce pas? Les Troyens étaient, nous pourrions dire, des orientaux, n'est-ce pas? Eh bien, nous pouvons nous souvenir des préconditions de notre société actuelle, ce qui est de plus en plus important. Nous devons nous rappeler de l'essence, des principes fondateurs, de ceux qui ont fait ce que nous sommes. Rappelons-nous de cet édit spartiate. Nous sommes ce que vous fûtes, nous serons ce que vous êtes. L'essence des relations politiques, l'essence des relations personnelles, les questions d'honneur, des valeurs, sont tout dans ce livre, avec de sagesse pratique et avec de sagesse spirituelle. Pas mal. Pas mal de tout. C'est pour cela que ce livre a survécu des époques. Bien évidemment, l'Iliade est immortelle, l'Iliade est intemporelle, l'Iliade cache des valeurs qui sont applicables et appliquées en toute époque. Donc voilà, mesdames et messieurs, les valeurs de l'Iliade sont des valeurs fondatrices de la civilisation occidentale. Elles furent transmises de père en fils, elles furent même chantées par les troubadours grecs, n'est-ce pas? Tout l'art provençal n'est en fait qu'un art grec, n'est-ce pas? Rappelons-nous de la colonie grecque de Massaïa qui s'étendit de par toute la Provence. Donc, nos ancêtres occidentaux chantèrent la gloire de ces héros. Et aujourd'hui, nous nous rappelons grâce au Vendredi Salon. L'Iliade est une chanson qui a réverbéré pendant les époques et qui réverbère maintenant dans notre description. On a laissé pour vous, notre chère audience, un lien avec notre édition préférée de l'Iliade. Pourquoi? Car vos plaisirs sont nos désirs, vos espoirs sont nos devoirs. Et voilà. Alors, en fin de compte, je dirais, voilà. Voilà, mon ami. C'est cela. Mais voilà, mes amis, c'est fini. C'est mes voeux, c'est mon cri. Mais voilà, tant